voulais quand même remercier l'ADCK, l'Agence de développement culturel Kanak, d'avoir bien voulu m'inviter. Moi qui ne en fait date pas de très longtemps, mais qui a accepté de venir aujourd'hui pour vous développer un sujet. Moi simplement, donc en guise d'introduction, la fois où on m'a demandé, donc au travers de la DCK, Madame Bello, m'a demandé d'intervenir, donc de faire une intervention dans le cadre des conférences de la DCK. Ma première réaction, en fait, ça a été une interrogation. Parce que je me suis dit, en toute humilité, quelle pouvait être ma contribution en tant que très jeune. Je suis très jeune dans mes fonctions, je suis très jeune de par mon âge. Il y a d'autres gens qui sont là pour pouvoir discuter de certains sujets, notamment du sujet qui me préoccupe. Mais bon, on a bien voulu s'adresser à moi et donc c'est pour ça que j'ai accepté. C'est dans ce sens-là que j'ai accepté, parce que je me disais que j'avais, si on est venu me voir, c'est parce que j'avais une contribution quelque part et j'avais donc une information à donner, à partager avec d'autres personnes qui sont peut-être moins averties, mais peut-être aussi moins au fait du sujet que je souhaitais développer ce soir devant vous. Alors merci quand même à la DCK. Comme vous le savez, je suis ce soir pour vous parler. Au départ, c'était plutôt la desserte aérienne en Nouvelle-Calédonie. Bon, je me suis dit que je pouvais pas, j'avais pas la prétention de développer ce sujet-là. Dans la mesure où la desserte aérienne, c'est beaucoup de choses. C'est grand, c'est vaste. On a des gens ici qui font partie du transport aérien ou qui ont des relations plus ou moins directes avec le transport aérien. Ils seront là pour le témoigner. Mais j'ai préféré axer mon intervention sur les impacts du transport aérien public et domestique sur le développement économique. Pourquoi public et domestique? D'une part parce que bon, je viens d'une compagnie, la compagnie aérienne publique qui est Air Calédonie, et qui fait du transport aérien public et domestique donc sur le réseau intérieur, contrairement à d'autres compagnies comme Qantas, Air Calin International ou Air France. Les aspects socio-économiques, je crois que c'est très important parce que bon, on a par le passé développé le sujet du transport aérien sous divers aspects, mais je crois que les aspects socio-économiques sont la plupart du temps un petit peu effacés. D'une part, et d'autre part, c'est parce que bon, c'était quand même, je crois que c'était quand même symbolique dans la mesure où, vis-à-vis de la DCK, qui est une agence de développement culturel kanak, il était très important de mettre en valeur l'aspect socio-économique, les aspects socio-économiques. Donc voilà le pourquoi un petit peu de cette précision du sujet. Alors, pour ceux qui s'attendaient à un développement sur la desserte aérienne, ça sera peut-être pour une autre fois par quelqu'un d'autre. Mais voilà un petit peu donc les limites de mon sujet. Je pense qu'il était important de limiter cette intervention-là. Voilà, donc au niveau du plan un petit peu de cette intervention-là, donc dans une première partie, donc situer un petit peu le cadre, donc le transport aérien local, je dis bien local. Je parlerai rapidement des transporteurs, des différents transporteurs aériens, bien sûr, et des activités d'Air Calédonie. Ensuite, dans un deuxième moment, donc, les rôles du transport aérien et plus particulièrement d'Air Calédonie en tant qu'outil de désenclavement. Désenclavement parce que bon, on verra, Air Calédonie remplit une mission de service public, et puis en tant qu'outil de développement. Dans un troisièmement, véritablement donc, les impacts au niveau local, donc, à la fois au niveau économique, au niveau social, au niveau sociologique. C'est peut-être un grand mot, mais vous verrez. Et ensuite, en quatrièmement, quelle perspective. Alors, simplement aussi, ce que je voulais préciser, c'est que, ça, vous verrez, ça sera beaucoup plus un état des lieux que de véritables réflexions. Dans la mesure où, bon, j'ai disposé très peu de temps pour pouvoir développer ça, bien qu'on ait programmé ça longtemps à l'avance. Mais pour des raisons diverses, je n'ai pas pu le faire. Enfin, je pense que ça vaudra le coup. Voilà, donc au niveau du transport aérien local, donc, il me paraissait donc important de vous faire connaître un petit peu la situation, de connaître la situation de l'activité générale, afin donc de mieux appréhender les différentes données.
et les tendances d'un secteur ô combien fragile. Donc, en préambule, je voudrais quand même noter que, comme en métropole, la représentation donc, de la Direction générale de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, qui est notre tutelle, donc la tutelle de toute compagnie aérienne, cette DGAC, comme on a l'habitude de le dire, régit l'administration et la législation de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des règles internationales. La DGAC est à la fois un organe de gestion, elle est à la fois un organe de contrôle, elle est à la fois un organe de consultation. Contrairement à ce qui peut se passer dans les autres domaines de transport, pour citer donc le transport maritime, où il n'y a a priori pas de ce genre d'organe, du moins qui ait les mêmes missions que la DGAC, au niveau de l'aérien, on s'aperçoit ici qu'il y a une très forte réglementation et qui est, en fait, la DGAC est à la fois l'organe de consultation, mais aussi, pas véritablement de gendarme, mais c'est l'organe de contrôle. Et l'organe de contrôle, pourquoi? Parce que, vous avez dans la DGAC le bureau d'enquête accident. Dès qu'il y a un accident quelque part, vous avez un bureau d'enquête accident qui s'occupe de toutes ces formalités-là. Organe de consultation, pourquoi? Et ça, c'est aussi assez important et très peu de gens le savent. C'est que la DGAC donne un avis, par exemple, au Conseil supérieur de l'aviation marchande. Pour prendre l'exemple de la venue d'Air Outre-mer et de Corsair, cette venue est obligatoirement passée par le XAM. Et le XAM a tenu compte d'un avis qui a été notamment l'avis de la DGAC. Donc vous voyez là que il a quand même son importance. Au niveau aussi de l'ouverture, de la fermeture des aérodromes, la DGAC est consultée. De la même manière que pour la mise en place de taxes d'aéroport, et notamment des taxes d'aérodrome, la DGAC est consultée. Et c'est pareil pour tout ce qui est programme d'exploitation des différentes compagnies aériennes, la DGAC est consultée et donne son avis. Donc, comme vous le constatez, la DGAC en matière aérienne, notamment de transport aérien, la DGAC est la tutelle des compagnies. Voilà, donc il est important pour moi dès le départ de faire cette petite parenthèse pour dire quand même que nous avons une tutelle et donc des règles qui régissent cette activité. Au niveau des transporteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le trafic passager en Nouvelle-Calédonie en 1993 ressort à 545 000 passagers, dont 52% sur le réseau international et 48% sur le réseau domestique. Par exemple, à Tantouta, nous avons eu 3099 mouvements d'avions, dont 1549 arrivées et 1550 départs. On a enregistré quand même 5322 tonnes de fret, dont 4260 débarqués et 1062 embarqués. Vous voyez déjà ici un aspect un petit peu du déséquilibre, mais rapide un petit peu de l'aspect exportation-importation. Il y a en fait beaucoup de marchandises qui arrivent, mais très peu en fait qui repartent de la Calédonie. Au niveau des passagers, du moins à Tantouta, donc c'est uniquement le réseau international, pas le réseau domestique, on a quand même fait 283 252 passagers. Alors dans ces 283 000 passagers, il faut savoir qu'Air France a fait 152 000 passagers, ACI 85 000 passagers, Qantas 26 000, Air New Zealand 14 000 passagers. Alors si vous avez bien retenu ces chiffres, je vais vous citer des chiffres par contre du domestique, du trafic domestique. Alors on disait tout à l'heure, Air France 152 000 passagers. Sachez qu'Air Calédonie fait 245 000 passagers. Donc le double d'Air France. Air Calédonie fait quand même 45% du réseau, du trafic total du réseau aérien en Calédonie. Donc déjà là, vous voyez quand même qu'Air Calédonie est un outil indispensable au niveau du territoire et qu'elle fait quand même à la fois un trafic et un chiffre conséquent. Air Calédonie a transporté 245 000 passagers, mais il a en plus transporté 1100 tonnes de fret.
Aviasur, qui est une société de transport de vol à la demande, a fait 13 000 passagers. Et le reste, qu'on peut classer dans les divers, comme Hélico Océan ou d'autres sociétés, en fait 10 000 passagers. Voilà donc en gros déjà un petit peu le monde aérien local. Et je crois qu'il était important quand même de mettre en valeur ces chiffres-là parce que même en étant dans le bain, on ne se rend pas compte qu'il y a des situations qui sont parfois en apparence pas évidentes, mais très importantes. En 93, donc du 1er janvier au 31 décembre 93. Donc après avoir parlé des transporteurs, je vais évoquer donc les activités d'Air Calédonie. Et dans ces activités, enfin, ce paragraphe-là, déjà, je pense qu'il faut faire quand même un historique. Air Calédonie, auparavant, qui s'appelait Transpac. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Air Calédonie a été créé un an avant la première liaison hebdomadaire avec la métropole, par une poignée d'hommes qui étaient en fait des passionnés d'aviation, comme M. Chambronner, M. Hickson, M. Johnston, M. Coursin et d'autres. Et depuis cette date, la compagnie a transporté plus de 3,5 millions de passagers depuis 1955. 3 millions. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à début 1994, Air Calédonie a transporté plus de 3,5 millions de passagers. Après l'utilisation donc, des avions qui étaient des Dragons en 1958, on est passé à l'ère des Hérons, ensuite des Twin-Otter, que certainement vous aurez connus, et des Britaines, qui étaient encore là dans les années 80, et ensuite des ATR-42 et des Dornier, donc, que vous pouvez voir à l'heure actuelle sur le tarmac de Magenta. On distingue donc en fait 3 périodes dans l'administration d'Air Calédonie, c'est-à-dire donc depuis la création jusque dans les années 69, la gestion de cette compagnie par en tant que société privée, par des privés. Et donc c'était un petit peu le passage de Transpac ensuite après à la société Air Calédonie. Et ensuite, depuis les années 69, ça a été géré en fait par un conseil d'administration dans la mesure où le territoire de la Nouvelle-Calédonie a intégré donc le capital de la société pour en fait donner donc une mission de service public à la société. Et donc ça a été régi depuis par un conseil d'administration où le territoire de la Nouvelle-Calédonie donc était majoritaire au niveau du capital. Et depuis 2 ans, depuis 1992, donc cette société est régie par, pour ceux qui connaissent un petit peu le droit, donc par un directoire et un conseil de surveillance. Un directoire dont je fais partie. En fait, le directoire et le conseil de surveillance, la différence par rapport au conseil d'administration et directeur général, c'est qu'en fait, le directoire gère et le conseil de surveillance contrôle. Tandis que dans une structure de direction générale et de conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui gère la société, le directeur général n'ayant que une délégation de pouvoir en fait de la part des conseillers des conseils d'administration. Je crois que c'est important aussi de le souligner dans la mesure où quand on fera une analyse de l'évolution de la société, on s'apercevra de ces différents changements et de ces évolutions. Au niveau des chiffres clés, donc, comme je disais tout à l'heure, donc depuis 1955, la compagnie a transporté plus de 3,5 millions de passagers. En 1955, elle transportait que 5 855 passagers, uniquement 23 tonnes de fret, dont 4 tonnes de fret postal, de poste. Et elle réalisait à l'époque 1 460 000 francs CFP de chiffre d'affaires. En fin mars 1993, parce que mars c'est la fin de notre exercice comptable en fait, donc ce n'est pas au 31 décembre mais en fin mars, on a enregistré donc 247 840 passagers, plus de 1130 tonnes de fret, dont 50 tonnes de poste, 584 tonnes d'excédent de bagages, et réalisé 1 980 millions de chiffre d'affaires. Toujours en CFP, bien sûr. Donc, depuis cette période-là, en fait, on s'aperçoit que l'activité a été multipliée par 40 depuis 1955. On s'aperçoit, donc, depuis ces derniers temps, et
notamment depuis les débuts de la provincialisation, que le fort taux de desserte démontre bien que le territoire est mieux desservi à l'heure actuelle qu'il y a 5 ans. En fait, le transport aérien a été beaucoup plus bénéfique, et donc, vous me direz que c'est normal, aux deux provinces que sont la province Nord et la province des îles. On s'en aperçoit donc au niveau de l'augmentation des trafics, mais aussi au niveau de l'augmentation des vols, et bien sûr au niveau de l'augmentation du chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut dire déjà à ce niveau-là, c'est que dès les débuts de la provincialisation, avec la provincialisation, on a eu un déplacement de population. Beaucoup moins vers la province Nord, mais beaucoup plus vers la province des îles. Et notamment sur l'île de Marais. C'est un constat qu'on a pu faire donc, au niveau du trafic. Il y a aussi peut-être d'autres constats, mais dont on parlera tout à l'heure, donc au niveau de l'impact, mais rapidement. Au niveau du fret, on s'est aperçu que donc, le fret a un petit peu baissé depuis quelque temps, notamment depuis une desserte maritime beaucoup plus accentuée. Donc mais ça, bon, c'est des constats rapides, mais dont on parlera tout à l'heure au niveau des impacts. Voilà, donc simplement déjà depuis 5 ans déjà, ce que je peux dire aussi, c'est que l'évolution a été très notable, notamment sur 2 destinations, sur l'IFU et sur la Grande Terre. On a eu un développement massif de vols et donc de circulation en fait à la fois des hommes et des marchandises en croissance sur l'IFU et sur la Grande Terre. L'île des Pins, on a eu un pic dans les années 89-90 qui correspond à peu près à la période de la provincialisation, mais depuis donc il y a un tassement. Là aussi, vous savez que l'île des Pins est une destination touristique. Et donc c'est un petit peu donc, en corrélation avec les arrivées touristiques sur le territoire, donc au constat de tassement de cette catégorie de clientèle depuis quelque temps. On va passer donc au rôle du transport aérien, donc, qui est le deuxièmement, et donc plus particulièrement d'Air Calédonie. Je dirais avant tout donc, que les 2 premiers rôles du transport aérien, et notamment du transport aérien public domestique, et en l'occurrence Air Calédonie, c'est avant tout donc un outil de désenclavement. C'est le pourquoi de la prise de capital de la société Air Calédonie par le territoire, par les pouvoirs publics en fait, dès les années 70. Parce que le territoire voulait confier une mission de service public à Air Calédonie, au même titre que l'État français a confié une mission de service public à la RATP, à la SNCF ou Air France d'ailleurs. Et donc cette mission de service public donc, a été dévolue à Air Calédonie. Et donc ce qui fait que c'est un outil de désenclavement. En fait, cet objectif de désenclavement, on peut constater qu'il a été très tôt sensibilisé. Qu'il a très tôt sensibilisé toutes les souches de la population calédonienne. La preuve en est que, à l'origine de la création de la société, les premiers actionnaires, et je crois que Air Calédonie a été la première société dans ce cas-là, Air Calédonie a été la première société où il y a eu pour la première fois des actionnaires calédoniens de souche européenne et des Kanaks. On pouvait voir qu'il y avait des chambrenaires qui côtoyaient des Kowi bouillants, des Naïsilines, des Némia. Et donc en fait, je crois que cet esprit-là, il existait déjà au départ. Je crois que les gens déjà dès le départ avaient conçu que le désenclavement était très important, le désenclavement du territoire. Et donc c'est ce qui a amené en fait ces gens de tous origines d'ailleurs à venir se rassembler et créer en fait un outil qui existe toujours et dont chacun d'entre nous, et notamment ceux qui travaillent dans la société, ont la charge de faire vivre et d'assurer la continuité. Et donc je crois qu'il était important quand même aussi vis-à-vis de ces gens-là de marquer une reconnaissance, parce que je crois que si Air Calédonie n'existait pas à l'heure actuelle, bon, bien sûr vous me direz qu'on trouverait un substitut.
je crois que si Air Calédonie existe à l'heure actuelle, existe encore et existera encore, c'est parce qu'à la base, elle a déjà eu, je dirais, une fondation, mais bien cimentée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être trop m'avancer, mais je crois que l'esprit des accords de Matignon existait déjà à l'époque et était bien plus affirmé à l'époque. Enfin, c'était une petite parenthèse. Et ça n'engage que moi. Donc, comme je le disais, dans le rôle du service public, en fait, il répond à cet objectif donc, de désenclavement. Donc, le désenclavement, c'est quoi? C'est d'abord, donc, c'est permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de rejoindre donc, un point à un autre pour des raisons principalement géographiques, de circuler comme tout un chacun sur un même territoire. L'avion donc est le moyen le plus adapté et le plus utilisé pour le désenclavement, dans la mesure où il est à même de franchir les obstacles naturels, d'une part, et de rapprocher en un temps minimum certaines populations, d'autre part. Le premier type d'exemple donc, est celui des îles Loyauté. L'avion constitue donc pour cette population un moyen quasi indispensable pour circuler et échanger dans sa propre région. L'alternative du bateau étant jusqu'à ces derniers temps que très peu utilisée, du fait essentiellement d'un manque de structuration de la desserte. A contrario, le second type d'exemple est celui de la Grande Terre. L'avion constitue par contre ici un substitut à la voiture. L'objectif de désenclavement est certes réel, mais les préoccupations sont différentes, dans la mesure où un choix de locomotion existe. Les gens de la Grande Terre ont le choix entre la voiture ou l'avion. Les gens des îles ont depuis quelque temps le choix entre l'avion et le bateau, mais c'est un choix qui, a priori, n'était pas possible il y a quelque temps, et depuis pas mal d'années déjà. Donc en fait, donc, le premier aspect du désenclavement, en fait, c'est la libre circulation à la fois des hommes et des marchandises. Le deuxième aspect du désenclavement que je voudrais quand même citer, c'est la régularité. Le désenclavement, c'est aussi permettre aux gens de circuler et d'échanger selon une certaine régularité. La création d'Air Calédonie en tant que compagnie de transport public, avec des contraintes de desserte, en est la réponse. Vous voyez que la compagnie effectue des vols vers une dizaine de destinations, avec des fréquences qui vont parfois donc de 3 fois par jour sur Lifou à 2 fois par semaine sur Belep et sur Tiga. L'autre illustration en fait de la mission de service public et donc de l'objectif des enclavements, elle est, je dirais, illustrée par, pour ceux qui sont dans la fonction publique, l'aspect du service minimum. Service minimum, vous savez, donc pour les contrôleurs aériens, il y a une délibération donc, du territoire qui impose un service minimum. Et ce service minimum-là, il impose donc une desserte par destination et par jour. Donc vous voyez que là, donc ça répond au rôle de service public et donc les pouvoirs publics font en sorte que ce minimum soit fait. Et ce minimum-là, c'est une desserte par jour par destination. La régularité. Je parlerai aussi de la régularité d'Air Calédonie. Vous savez qu'Air Calédonie a 3 ATR et 2 douaniers, donc une flotte quand même qui est très performante, très récente d'ailleurs. Mais vous verrez que certaines statistiques, et d'ailleurs c'est reconnu mondialement, Air Calédonie a le taux de régularité. Je dis bien régularité, ça veut dire donc respect des heures de départ, vis-à-vis des passagers. Air Calédonie a un taux de régularité pour tous les utilisateurs, notamment d'ATR, un taux de régularité le plus important au monde pour tous les utilisateurs d'ATR. Donc en fait, c'est un aspect donc, du service qui est rendu par la société, qui est a priori un service sans faille, pris généralement et cumulativement.
Le troisième aspect du désenclavement, c'est ce que j'appelle un petit peu rapidement, c'est l'accessibilité tarifaire. Le désenclavement, c'est aussi permettre donc aux gens de circuler partout sur le territoire, moyennant des conditions tarifaires acceptables et, je veux dire, non prohibitives. C'est ainsi que vous savez que les tarifs d'Air Calédonie font l'objet d'une homologation. C'est-à-dire qu'Air Calédonie n'est pas libre de ses tarifs. Elle propose ses tarifs à l'exécutif du territoire, qui est en fait donc le représentant de l'État, qui homologue ces tarifs. L'exécutif du territoire dit oui ou non si ces tarifs doivent être appliqués ou pas sur telle ou telle destination ou sur l'ensemble des destinations. Et donc en fait, pour dire simplement déjà que Air Calédonie a une structure tarifaire qui n'est pas libre, mais une structure tarifaire qu'elle essaie de mettre en place par rapport à une organisation et une structure dont elle dispose depuis déjà pas mal d'années et qu'elle essaie de rentabiliser au maximum avec les moyens qu'on lui donne. Et donc le tarif est en fait un aspect de l'exploitation et un aspect qu'il ne faut pas négliger dans un pays où, je dirais, cela fait partie de certains enjeux, notamment socio-économiques, et qu'il ne faut pas négliger dans ce genre de discussions et de négociations au niveau des populations. Simplement au niveau des tarifs, il faut savoir que Air Calédonie a des tarifs à 30 à 50% moins chers qu'Air Tahiti. Vous me direz que Tahiti, ce n'est pas la Calédonie. Mais je vous dirais simplement que Tahiti utilise quand même le même type d'avion qu'Air Calédonie et a un réseau similaire à la Calédonie. Et donc des services qui sont quasiment proches. Mais je pense que c'était une comparaison qui était quand même utile de faire. Au niveau tarifaire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le territoire, notamment donc les deux provinces, que sont la province Nord et la province des îles, participent au conventionnement donc, de certaines destinations. C'est-à-dire que chaque année, Air Calédonie fait, je dirais, un compte de résultats de telle ou telle ligne. Et en face, elle met des charges. Il y a une différence qui est un déficit. Et ce déficit-là, normalement, doit être pris en charge par la collectivité publique pour ne pas faire supporter donc, à l'usager le coût total du service. Et donc le territoire participe sur les lignes Nouméa-Koné, qui sont vis-à-vis de la loi référendaire sous compétence territoriale, dans la mesure où ce sont des liaisons inter-chefs-lieux de province. La province Nord participe sur le Koné-Touo, Koné-Koumak et d'autres destinations. La province des îles participe sur le triangulaire, enfin plutôt sur les interilles, donc c'est le Nouméa, c'est le Lifou-Maré, Lifou-Ouvéa, Tiga-Maré, Tiga-Ouvéa. Donc c'est un conventionnement donc, de ces provinces aux tarifs pratiqués par la Calédonie. D'autre part, il faut savoir que, notamment au niveau de la province des îles, il y a un conventionnement qui existe pour les étudiants. Et donc, les étudiants payent 50% du tarif, donc 40% est remboursé par la province et 10% est à la charge de la société. De la même manière, il y a des conventionnements qui existent pour les personnes âgées, ce qu'on appelle communément le troisième âge, qui ont une réduction de 25% donc, sur le tarif. Et donc ça, c'est bien donc politique sociale de compétences provinciales. Voilà donc ensuite donc par rapport à cette accessibilité tarifaire, je crois qu'on parlera tout à l'heure donc au niveau des perspectives, on complétera ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que bon, la mise en place d'une politique tarifaire, elle doit être, je veux dire, réfléchie et très bien étudiée dans la mesure où elle dépend de plusieurs données, qui sont d'une part donc la taille de la population desservie. Autant c'est facile en métropole ou à Tahiti, vous avez une masse touristique très importante.
autant c'est facile dans ces genres de régions de faire une politique tarifaire différenciée, autant dans des pays où en fait la population est très peu importante et où notamment la masse de résidents qui constituent donc la clientèle locale est plus importante que l'apport en fait de touristes. Le quatrième aspect de l'outil désenclavement, c'est aussi la sécurité. C'est l'aspect sécurité que tout transporteur aérien en fait doit respecter vis-à-vis de ses passagers, parce que c'est quand même un transport aérien public. Alors, la sécurité, du moins pour la Calédonie que je connais bien, c'est un objectif permanent. Alors un transporteur aérien, bon, qu'il soit privé ou professionnel, l'objectif en fait c'est d'avoir un niveau de sécurité maximum. Donc c'est d'abord un avion, mais c'est ensuite aussi un constructeur d'avion. Et donc en fait la compagnie aérienne en fait doit démontrer à la fois les qualités de son avion et être capable de garantir au service officiel qu'il sera toujours en mesure de suivre son comportement, c'est-à-dire le comportement de l'avion, en exploitation afin d'en apprécier les faiblesses et de mettre en œuvre donc toutes les mesures correctives. Il doit être aussi capable de détailler aux clients comment il doit entretenir les avions et comment en assurer les dépannages. C'est ainsi que la compagnie aérienne doit démontrer ses capacités à mettre en œuvre ses avions, à organiser son exploitation technique et commerciale et à garantir leur entretien correct. Au niveau du matériel, les techniciens doivent connaître parfaitement l'ensemble des techniques utilisées sur les avions afin de pouvoir effectuer correctement toutes les opérations de maintenance. Au niveau de l'exploitation, et plus particulièrement donc des pilotes, des règles sévères sont appliquées, tant pour ce qui concerne leur état de santé et leur expérience professionnelle. D'ailleurs, des visites médicales sont très strictes et elles sont faites régulièrement tous les 6 mois, avec des tolérances très faibles. Des instructions spécifiques à leur qualification leur sont dispensées et sont associées à des contrôles très rigoureux. Cela va de la théorie sur la connaissance des appareils jusqu'aux exercices de panne en vol, mais sans passagers, je vous rassure. Et d'autres reconnaissances de lignes d'aérodrome. En résumé, lorsqu'un pilote pose un avion avec des passagers pour la première fois sur une destination quelconque, il a déjà reçu une instruction nécessaire pour le faire en toute sécurité. Mais cela n'est pas tout, car au niveau du chargement de l'avion, il ne faudra embarquer que la charge permettant de décoller. Et de décoller normalement en prenant en compte une possible perte de puissance au décollage. C'est ce qui explique que certains jours, dans des conditions météorologiques particulières, les passagers sont surpris d'apprendre que les bagages ne sont pas embarqués. Cela est dû au respect des règles de sécurité. La charge à embarquer est en fait limitée et dépend beaucoup des facteurs climatiques qui diminuent les performances de l'avion et donc de celles des moteurs. C'est un peu une réponse à certaines situations dans lesquelles certains passagers ne comprennent pas. Parce que vous avez parfois des passagers qui montent dans l'avion et en fait, c'est pas ça que ils sont 30, il reste peut-être une dizaine de places de libres, et il y a des gens qui sont en liste d'attente et qui ne peuvent pas partir, et qu'on a en fait refusé d'embarquer. Donc c'est un petit peu cet aspect-là en fait qui est facilement explicable, mais que je veux dire, tout habitant en moyenne n'est pas en mesure de comprendre, mais qu'il est important de développer et de donner l'information. De la même manière, tous les avions possèdent autant de gilets de sauvetage que les passagers. D'ailleurs, on peut se poser la question, et ça on l'a remarqué depuis pas mal de temps déjà, on peut se poser la question sur les comportements de certains passagers qui en fait volent les gilets de sauvetage. Alors qu'en fait c'est un élément de la sécurité. Rendez-vous compte, si demain un avion devait amérir et qu'il y a 19 passagers et que 10 gilets de sauvetage, il y aura un problème. On n'aura pas le temps de se poser la question, mais il y aura un problème. Je veux dire, les gens qui réagissent de cette manière, peut-être que c'est inconscient, mais je crois que ça a quand même de l'importance de le signaler, qu'en fait, voler un gilet de sauvetage, c'est quelque part, en fait, et peut-être un jour, voler, en fait, la vie d'un être humain.
Alors, en fait, toute cette organisation donc repose et vise à garantir la sécurité du passager. Elle repose avant tout sur les qualités humaines et professionnelles des hommes qui la constituent, du bagagiste, en passant par l'administratif, au pilote et aux mécaniciens. Tous pensent avant tout à la qualité de leurs gestes et à l'importance de la chaîne de sécurité d'un métier où le passager, il ne faut pas l'oublier, est roi. Cette sécurité a un coût que certains ont du mal à comprendre. Mais au fond, rien n'est plus cher que la vie d'un être humain. Donc à partir de là, on s'aperçoit en fait qu'en étant un outil de désenclavement, et donc j'en ai terminé pour cette partie, en étant un outil de désenclavement, l'outil en lui-même, et donc Air Calédonie est en fait un outil fragile et un outil sensible, très sensible à tout ce qui peut se passer dans l'environnement. Et c'est très important ensuite pour la suite. Donc, dans le deuxièmement, donc c'est l'outil de développement, et donc sera certainement donc peut-être moins long dans la mesure où on l'abordera plus loin. Je dirais que le transport aérien a un rôle stratégique, dans la mesure où dans ce contexte, il est l'instrument d'une politique. Il fait partie d'une stratégie, il est le vecteur de la communication, il apporte, mais il ramène aussi. Toute politique de développement est donc basée sur la maîtrise des moyens de communication, et en l'occurrence du transport aérien. Dans le cas de la Calédonie, le développement doit passer avant tout par le désenclavement. Si tous les moyens à mettre en œuvre pour le désenclavement ne sont pas réunis, la notion de développement est utopique. Au niveau du développement, peut-être rapidement trois aspects. Je dirais que c'est le développement de la qualité de la vie en fait. Qualité de la vie, bon, c'est peut-être un grand mot, mais en fait, le transport aérien véhicule non seulement des éléments physiques, que sont des passagers ou des marchandises, mais elle véhicule quelque part un autre mode de vie. Et ce véhicule-là influence en fait sur les comportements. Parce que dans l'avion, vous aurez à la fois le PDG, vous aurez à la fois le balayeur de la CSP, vous aurez le chômeur de la tribu. Et en fait, l'avion, en l'espace d'une demi-heure ou de 45 minutes, rassemble dans un espace très clos un certain nombre de gens qui viennent d'autres horizons. Et ça, bon, les gens sont obligés d'être ensemble, se voient, se regardent, quelque part discutent. Et bon, il y a donc une influence donc au niveau des comportements que l'on pourra donc développer tout à l'heure et dont je parlerai donc au niveau des impacts. Mais c'est aussi le développement donc des échanges que j'appellerais physiques et des échanges monétaires. Échanges physiques parce que bon, vous avez pas mal bien sûr de clients, de passagers, mais aussi pas mal de circulation de marchandises qui alimentent à la fois donc le commerce et un circuit économique qui existe, mais aussi un circuit financier. Vous avez donc pas mal de gens salariés ici à Nouméa ou dans la province sud qui, quand ils arrivent donc aux îles, en fait, alimentent un circuit économique qui existe, mais aussi un circuit financier. Et en fait, donc, le dernier aspect, c'est le développement du tourisme. Dans la mesure où bon, le transport aérien est un outil de développement. Et si au niveau notamment des îles, dans la richesse, la seule richesse a priori, la plus grande richesse c'est le tourisme, le transport aérien est un outil de développement très important. Parce que c'est un outil de développement précisément, mais c'est aussi un outil porteur d'image. C'est un outil porteur d'image en fait de la destination. Si demain on devait mettre en place deux vieux avions où tout est crade à l'intérieur, je veux dire, l'avion c'est déjà la première image. Le touriste quand il arrive, il regarde l'intérieur de l'avion, il a déjà une bonne appréhension. Il sait déjà que bon, il est déjà en sécurité, il est déjà confiant. Et donc en fait, le transport aérien et l'avion, c'est déjà la première image de la destination. C'est très important de le soigner. Voilà donc rapidement le deuxièmement que j'ai développé sous ces deux aspects. On va passer donc aux impacts. Et là, je l'ai précisé, donc les impacts au niveau local. Donc le transport aérien public étant
plus axé sur la desserte des îles Loyauté et dans une moindre mesure donc, de la Grande Terre, il est logique que l'analyse de ces impacts soit beaucoup plus orientée vers la population la plus nombreuse de ces régions, à savoir la population kanak. C'est pour ça donc, que j'ai de ce côté-là donc, un petit peu limité. Les impacts au niveau économique. Donc, au niveau économique, c'est, je dirais, dans un premier aspect, dans l'échange des hommes, des marchandises et de l'information. Au niveau économique, c'est la rencontre en fait de tous les hommes et des hommes de tous les horizons. Ça revient à ce que je disais auparavant. Et l'exemple parfait, c'est, je dirais, le fonctionnement de la province des îles. Le fonctionnement de la province des îles, par exemple, elle est inconcevable sans le transport aérien. Vous savez, donc, il y avait pas mal de réunions, il y avait pas mal de visites de chantier, des inaugurations et tout. La province des îles ne peut pas, dans son fonctionnement, ne peut pas se passer du transport aérien. Et comme le temps, c'est de l'argent, celui qui se déplace le plus rapidement est a priori le plus efficace. Dans le domaine de l'échange de marchandises, s'il doit y avoir un circuit économique, il faut impérativement des moyens de communication efficaces. À l'inverse du bateau qui n'a pas de problème de volume, l'avion a l'avantage de la rapidité et de la régularité. Et en dernier lieu, donc, au niveau de l'information, vous savez que donc, l'information, notamment de presse écrite, est véhiculée par l'avion. Donc en fait, quelque part, l'avion est un support d'information. Si on n'avait pas l'avion, l'information, par exemple, si elle partait par bateau, arriverait le lendemain. Donc on aurait les informations du lendemain, de la veille, le lendemain, quoi. Au niveau de l'emploi, et ça c'est le deuxième aspect au niveau économique, je dirais que le transport aérien fait vivre au travers de l'emploi de quelques locaux un certain nombre de familles. Il faut remarquer que par rapport à un niveau de qualification souvent bas dans ces régions, l'activité de transport aérien se satisfait d'un minimum d'embauche de cette catégorie. Mais de plus en plus, l'évolution des techniques et des technologies requiert une hausse du niveau de cette qualification, qui en fait ne correspond plus à la main-d'œuvre existante. Ceci impose, comme dans la plupart des secteurs, une adéquation permanente entre la formation des hommes et les moyens utilisés. Même si les effets directs sur l'emploi sont peu importants, les effets indirects existent, notamment au niveau du commerce et du tourisme. Au niveau de l'emploi, ce qu'on peut dire, c'est que à travers le transport aérien et l'existence de l'avion, on s'aperçoit qu'il y a un développement de ce que je pourrais appeler des activités de proximité. Donc, dans la proximité des aérogares, vous avez par exemple le snack, vous avez par exemple le marché. Donc c'est un certain nombre d'activités qui existent autour et qui vivent que parce que un aérodrome est là, et parce qu'il y a un avion qui arrive tous les jours ou tous les 2 jours. Et donc l'avion est en quelque sorte indirectement a un effet au niveau de l'emploi comme au niveau du commerce ou de l'activité de la région, de la tribu ou de l'île. Au niveau du commerce, à ce stade, il faut remarquer que la création d'entreprises est parfois encouragée par la fiabilité des moyens de communication. La gestion des petits commerces est à ce titre très parlant. La rapidité d'acheminement pour les garages des pièces détachées, pour les petits commerces des produits frais, est un avantage. Sans l'avion, le problème serait entier pour ces gens. Et les petits commerces, à la limite, n'existeraient pas. D'autres sont foncièrement dépendants de l'activité aérienne. C'est l'exemple des loueurs de voitures, dont la clientèle est à plus de 90% puisée dans la clientèle de l'avion, dans la clientèle du transporteur aérien. Et donc ce sont des activités qui sont quasiment indépendantes de l'activité du transport aérien. Donc là, indirectement aussi, on s'aperçoit qu'il y a des effets. Au niveau du tourisme, l'ensemble des études sur le tourisme calédonien souligne, outre le fait qu'il faille améliorer les produits existants, améliorer l'image du territoire.
appuyer les plans de formation des personnels du tourisme et élaborer des produits diversifiés, la nécessité de coordonner la politique de desserte aérienne, à savoir au niveau de l'itinéraire, du nombre de sièges et de la qualité des prestations. Et tout ça à coordonner avec la politique de développement touristique. Le touriste moyen recherche la rentabilisation du rapport qualité-prix. Il lui faut donc découvrir le maximum de choses en un temps imparti qui est la plupart du temps très court et bien sûr à un prix intéressant. L'avion est adapté à ce genre de service, dans la mesure où par des systèmes de package, un séjour touristique peut être agréable. Donc, ce qui impose que le transport aérien doit arriver à une collaboration à la fois avec les prestataires de services, que sont les hôteliers, les restaurateurs, les loueurs de voitures, mais aussi une collaboration avec les pouvoirs publics pour l'aménagement de la politique touristique, pour leur intégration dans cette mise en place de politique touristique. Mais aussi, troisièmement, une collaboration avec la population. Et ça, au travers de ce qu'on peut appeler les organisations des séjours en tribu. Donc, vous voyez là un certain nombre de facettes, en fait, de la collaboration et de l'implication qu'a ou que doit avoir le transporteur aérien, et notamment le transporteur aérien public, domestique, sur le territoire, sur l'économie, en fait, d'une région ou d'une île. Voilà rapidement, donc, au niveau économique, les impacts que j'ai pu retenir. Il y en a d'autres, mais certainement que vous le préciserez tout à l'heure. Les impacts au niveau social. Au niveau social, je dirais d'abord au niveau de la santé. Le cas le plus représentatif, c'est l'évacuation sanitaire, ce qu'on appelle communément l'Evasan. À ce titre, Air Calédonie a cédé la place à Aviazur, qui est en fait l'attributaire du marché d'Evasan. En tout état de cause, l'avion permet de transporter rapidement et dans des conditions sans cesse améliorées, des malades en provenance ou à destination de l'intérieur et des îles, quand le transport par ambulance n'est pas possible ou n'est pas conseillé. D'autre part, toujours par rapport à l'aspect santé, le transport des produits sanguins de diverses analyses entre les centres médicaux est régulièrement effectué. À ce titre, la province des îles, comme celle du Nord, signe des conventions avec le transport aérien, le transporteur aérien, en l'occurrence Air Calédonie, pour permettre ce service. Après l'aspect santé, je parlerai de ce que j'ai appelé ici la vie familiale et culturelle. Et plus précisément au niveau de ces régions-là, des îles de l'intérieur. Au niveau de la famille, l'avion permet à ceux, et plus souvent aux chefs de famille, qui par l'obligation d'un emploi salarié, sont contraints de quitter le cercle familial, de revenir aussi souvent que leurs moyens le leur permettent. L'avion joue, si l'on peut imaginer cette relation, un rôle de cordon ombilical. Dans le milieu kanak, il permet de ne pas rompre l'accomplissement des devoirs d'un chef ou d'un membre de famille. Au niveau d'un cercle culturel plus grand que la famille, la rapidité et la régularité du transport aérien permet à celui qui est salarié à l'extérieur d'assumer dans le temps qui lui est imparti ses devoirs en tant que sujet, chef de clan ou propriétaire terrien, quel qu'il soit. À l'occasion des événements appropriés, comme la fête de l'Ignam, les mariages, les deuils, les constructions de cases, etc. L'importance de l'avion est d'autre part démontrée dans les transferts de corps entre Nouméa et les îles. Si l'avion n'existait pas, les gens originaires, par exemple, des îles, et dont les familles décéderaient sur Nouméa, auraient en fait un problème pour transporter ces gens dont ils veulent qu'ils soient enterrés sur leur propre terroir. Donc l'attachement à des valeurs culturelles qui appellent encore un retour au terroir, même à la mort, dépasse les contraintes financières d'un tel type de déplacement. En fait, dans la mesure où vous avez ce genre d'événement, les gens ne regardent en fait plus l'aspect financier. En fait, leur désir, c'est en fait de retourner donc au terroir et d'en fait de faire revenir l'homme ou la femme à son terroir. Et ça, l'avion, au travers du transfert de corps, qui est très utilisé, et donc à ce niveau-là, donc par exemple, la province des îles
et les différentes communes de la province participent à un financement partiel de ce genre de déplacement. D'autre part, l'impact est d'autant plus vrai qu'il se vérifie dans le fait que l'on est amené à considérer que l'avion est le véhicule d'un transfert de revenus de la capitale vers les autres régions du territoire. Il permet donc à des agents économiques d'alimenter au rythme des fréquences de toucher un circuit monétaire qui a encore du mal, malgré tout, qui a encore du mal à se sédentariser. C'est-à-dire que les agents économiques alimentent en fait ce circuit monétaire au niveau des îles, mais c'est un circuit monétaire en fait qui a du mal à se fixer. Dans la mesure, la plupart du temps, en fait, ce circuit monétaire, cette masse monétaire revient sur la Grande Terre et sur la province sud. Au niveau sociologique, sur le plan local et plus particulièrement donc, dans le milieu kanak, l'utilisation de l'avion est en fait, je crois, hein, et j'en suis persuadé, c'est un apprentissage permanent. L'utilisation de l'avion est un apprentissage permanent. En effet, qui dit avion dit programme de vol et donc respect de l'heure et plus généralement du temps. La notion des temps étant très différente entre le monde européen et le monde kanak, ceci explique cela. Les comportements ainsi que les habitudes se trouvent bouleversés. Ainsi, la difficulté au niveau de l'activité aérienne est perceptible lorsqu'on constate que la plupart des gens, et ça c'est véridique, ne réservent jamais au-delà de quelques jours leur projet de voyage. À tel point que l'on peut aisément constater que des gens sans revenus, ce sont des gens qui en fait sans revenus, sans emploi, sont amenés à voyager plus sur un coup de tête que pour une raison valable. Ce sont des gens qui, par le temps, ce sont des gens qui décident sur un coup de tête de voyager, et qu'en fait, c'est un voyage qu'ils n'ont pas intégré dans un projet à l'avance. Il est d'autre part vrai que dans cette société, le phénomène de la rencontre comme de la séparation entre les hommes est toujours un événement. Nous constatons ainsi, et ça, bon, personnellement, j'ai pu le vérifier aussi, on constate aussi qu'à contrario d'un passager métropolitain, qui aura un, voire deux accompagnateurs, lors de son départ ou même de son arrivée, le passager kanak aura le double ou le triple ou plus d'accompagnateurs. Et ça, il est par conséquent important qu'à la fois dans les structures et dans les organisations, cette dimension soit prise en compte. Et là, cet exemple-là, elle est intervenue au moment où il y a eu un projet de mise en place de rénovation de l'aérogare de Magenta. On a eu des études et des experts extérieurs qui sont arrivés et en fait qui ont calibré en fait la structure et le volume en fait de la structure qui devait être à Magenta. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'on n'était pas d'accord dans la mesure où ils étaient partis sur des normes métropolitaines. Ils considéraient en fait que le passager devait venir avec un ou deux. Alors, le gars devait venir soit avec sa femme, soit avec son gosse qui l'amenait à l'avion. Tandis que le passager kanak, c'est à la limite, c'est toute la famille, si ce n'est pas la tribu certaines fois. Donc c'est une dimension quand même très importante à prendre en compte au niveau de tout ce qui est infrastructure. Le fait donc que l'avion soit un outil indispensable aux échanges détermine l'implication de la population dans l'utilisation et l'avenir de celle-ci, de cet outil. Cette implication est sensible lors des changements tarifaires. Ce genre de situation qui manifeste en fait le désir d'une identification de la population au travers de l'outil. Ce genre de situation fait l'objet de contestations et donc de conflits. Dans le sens inverse, cet outil peut servir de moyen de pression pour faire aboutir des revendications qui parfois n'ont rien à voir avec l'activité aérienne ou la compagnie. L'évolution du matériel aérien a amené la population à se satisfaire d'un certain confort à bord, confort qui est indissociable avec la notion de régularité et de sécurité. Le discours qui consiste à affirmer que pour diminuer le coût du transport, il faut diminuer la qualité et la fréquence de desserte n'est pas réaliste. Dans la mesure où les besoins ont eux-mêmes évolué et donc les motifs de satisfaction ont aussi évolué. La preuve en est que les gens préfèrent l'ATR au Dornier pour la simple raison qu'il est plus bruyant. Sachez que le Dornier est aussi bruyant que le Twin Otter, avion qu'on utilisait jusque dans les années 80.
Donc manifestement, la politique du retour aux sources n'est pas la plus avantageuse. D'autre part, le volume de clientèle est tel que le transport avec des modules de moins de 20 places est quasiment utopique. À moins, bien sûr, qu'on achète des avions d'occasion comme on achète des bibelots dans des marchés aux puces. Voilà donc au fait, je termine donc au niveau sociologique et je vais en fait entamer donc la partie perspective. Quelle perspective? J'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, je n'ai pas la solution, mais il est intéressant, je crois, que de lancer une réflexion donc au travers de ça. Quelle perspective d'avenir en fait? Je crois que la base en fait au départ, c'est de dire qu'il manque une politique de transport au niveau du territoire. Il manque une politique de transport à la fois, et je crois, pas encore suffisamment, je dirais, appuyée au niveau du transport aérien, au niveau du maritime, mais aussi au niveau du routier, surtout au niveau du routier. Donc en fait, le transport aérien, c'est un outil de développement. Et cela est encore plus vrai que pour un ensemble d'îles. La maîtrise de cet outil est indissociable de la politique d'aménagement du territoire, de la politique d'éducation, mais aussi de la politique d'ouverture à l'environnement régional. Et donc pour ça, il faut une politique de transport cohérente. Et ça pourrait s'illustrer par ce qu'on pourrait appeler un genre de charte, de transport, à la fois aérien, maritime et routier, où on saurait en fait qui fait quoi. Que dans la mesure où, à l'heure actuelle, tout ça est encore assez flou, du moins dans certains domaines. Mais je crois que c'est un préalable à la mise en place de toute politique de développement, qu'il y ait un schéma de politique de transport, mais à la fois sur certains secteurs, avec des branches, pour la branche aérienne, la branche maritime et la branche routière. Et donc une politique de transport, tant aérienne que maritime et routière, s'impose dans un monde sans cesse évolutif. En effet, l'économie repose sur l'échange des hommes et des marchandises. Si le support de cette dynamique n'est pas aménagé conformément aux besoins exprimés, le circuit est handicapé et créera en permanence des problèmes. La desserte maritime est une activité de complémentarité, comme partout ailleurs. Son existence se justifie dans la mesure où son service est plus accessible à une certaine couche sociale. Enfin, la desserte routière est une organisation qui n'a pas encore pris le train de l'évolution. On peut en effet se poser des questions sur l'efficacité des moyens de transport routier par rapport à des besoins qui ont évolué, mais qui n'ont en fait pas satisfait l'usager individuel, l'entreprise ou même quelquefois les collectivités publiques. D'autre part, deuxièmement, je voudrais aussi parler en fait du transport aérien. La question est de savoir si le transport aérien est un transport social ou un transport économique. Est-ce que c'est un transport social ou un transport économique? Et donc, la réponse, si une réponse doit être positive dans le transport social, la politique tarifaire est un des piliers de la considération sociale du transport. La viabilité de services publics dépend de la confiance de l'ensemble des partenaires, à la fois des pouvoirs publics, des banquiers, mais aussi de la clientèle. Et enfin, au niveau des perspectives, je ne pouvais pas terminer en disant que le transport aérien est, comme on l'a dit plus haut, un outil de développement, précisément un outil de développement touristique, principalement au niveau des îles, du développement des îles Loyauté, qui a en fait comme seule richesse le tourisme. Et l'aspect du transport aérien, l'outil de transport aérien doit être inévitablement pris en compte dans toute politique de développement, mais aussi dans toute politique d'aménagement. Voilà donc en fait, je dirais l'essentiel de mon intervention. Je voulais en terminer là. Et bien sûr, donc si
dans l'auditoire, vous avez des questions particulières. Si je n'ai pas pu développer certains aspects comme peut-être certains le souhaitaient, c'est ce que j'ai pu arriver à ressortir dans un temps assez limité que j'ai pu me donner. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Yagé, William Yagé. Si vous avez des questions, vous pouvez demander le micro. Ça nous permet d'entendre tous les questions que vous avez et aussi d'enregistrer les questions en même temps que les réponses. Merci. Je voudrais savoir si le ferry constitue vraiment un concurrent ou un complément pour les transports aériens. Premièrement, pour poser une deuxième question aussi, est-ce que le territoire avait, enfin le Congrès, je crois, avait prévu au lieu de subventionner Air Calédonie, de faire une avance de trésorerie et éventuellement de le transformer en subvention? Qu'est-ce que ça représente pour la compagnie par la suite? Par rapport à la première question, donc, de toute façon, il y a des gens ici qui pourront répondre si je réponds mal. En fait, par rapport à la première question, la réponse, je crois qu'elle est simple, donc c'est au travers de quelques statistiques. On s'est aperçu donc que depuis la mise en place du ferry, donc depuis le 17 janvier jusqu'à, je crois, dans les environs de juillet, je crois, dans cette période-là, on s'est aperçu, donc sur la base des statistiques qui ont été données, que Air Calédonie a perdu 2000 passagers. À côté de cela, et bon, je parle sous le contrôle des personnes compétentes, le ferry a transporté 10 000 passagers. Et donc, si on fait un rapport et donc on fait un recoupage de ces deux trafics, moins 2000 plus 10 000, là, d'une manière abrupte, on peut dire que le ferry a absorbé 2000 passagers d'Aircal. Donc, s'il a absorbé 2000 passagers, 2000 moins 10 000, ça fait 8000, si j'ai bien calculé. Donc, en fait, le ferry a en fait créé un marché propre, qui lui est propre, de 8000 passagers. Et donc, en fait, l'activité du ferry a permis à certaines personnes qui n'auraient pas eu la possibilité de voyager sur la Calédonie ou qui auraient voyagé moins, de voyager par le ferry, par le bateau. Donc là, je veux dire, rapidement, je crois que c'est la réponse. Le ferry a son propre marché. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois que je l'ai évoqué, c'est que, et ça c'est général au niveau de la desserte maritime, en fait, permet quelque part à une certaine couche sociale de voyager. Bon, deuxièmement, la deuxième question, je sais que c'est à l'ordre du jour. Bon, ceci dit, bon, moi je ne m'étalerai pas dans la mesure où, bon, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve vis-à-vis des fonctions qui me sont dévolues. Mais bon, c'est une avance de trésorerie, elle a bien été, en fait, été attribuée par le territoire donc à la société Air Calédonie. Et ça, bon, tout le monde le sait, on l'a su au travers de la presse. Simplement, c'est une avance de trésorerie parce que bon, il y a un certain nombre de choses donc, que je ne préciserai pas qui se préparent et qui vont en fait décider de l'avenir de la société dans les mois qui viennent. Et c'est pour ça, en fait, que je vous dirais que l'avance de trésorerie, s'il y a une avance de trésorerie, en fait, c'est pas une subvention. Voilà. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer d'ici là à propos de la société, mais qui seront expliquées au fur et à mesure et dont vous aurez rapidement la réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient donner des compléments d'information ou préciser les questions ou préciser les réponses?
je ne sais pas s'il y avait peut-être autre chose à préciser au niveau de l'activité du ferry, si la réponse était correcte ou pas. Bon. Vous êtes satisfait des réponses? Bon. Et voilà, il est là. Peut-être parce que j'étais trop bavard, et les gens n'ont plus de questions. Et non, on a l'habitude d'observer un petit moment pour digérer ce que vous avez dit. Je voudrais demander au directeur de la CAL si, pour un pays comme la Calédonie qui a 180 000 habitants, n'est-il pas un luxe d'avoir deux compagnies financées à plus de 51% par le territoire, la Calédonie internationale et la CAL domestique? Question piège. Moi, je partirais, je crois, puis bon, je crois que les uns et les autres se sont aperçus de l'expérience d'autres pays. Des pays en fait qui est pas loin de nous, et puis bon, qui c'est en fait la Polynésie française. En Polynésie française, il n'y a qu'une seule compagnie, c'est Air Tahiti, qui fait à la fois donc, du réseau international, mais aussi du réseau local. Et à côté de ça, on a une petite compagnie qui est en fait Air Morea, qui fait du vol à la demande, et qui en fait est un petit peu la courroie de transmission d'Air Tahiti sur les îles avoisinantes pour des petites destinations et des petits tronçons et des petites capacités, des avions de petite capacité. Et moi, je sais pas, peut-être que je vais faire un crime de lèse-majesté, comme on dit, mais je crois, oui, je vais peut-être dire une chose, c'est que à l'époque où on a acquis les ATR 42 à Air Calédonie, on a acquis les ATR 42 pour faire en fait la desserte de Port-Vila. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les droits de trafic à l'extérieur de la Calédonie appartiennent à Air Calédonie International. Air Calédonie International est une société à part, contrairement à ce que certains peuvent penser. Ce sont carrément deux sociétés différentes, Air Calédonie Domestique, dont je fais partie, et Air Calédonie International. La particularité de ces deux sociétés, c'est que l'actionnaire majoritaire est le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a 51%, 49% à 49% à ACI et à peu près 49% donc à Air Calédonie. Donc deux participations territoriales dans deux sociétés différentes. Deux sociétés différentes qui apparemment font deux services différents, dans la mesure où Air Calédonie International fait du régional, et donc fait Brisbane, Melbourne, Papeete, Port-Vila, et Air Calédonie qui fait le réseau intérieur, donc proprement dit domestique. Comme je disais tout à l'heure, les ATR ont été achetés dans les années 86 et commandés dans les années 82 pour desservir Port-Vila. Donc ça a été décidé dans les années 82. Air Calédonie International a été créé dans les années 83. Et les ATR sont arrivés dans les années 86, 85-86. Donc, en fait, quelque part, le passager ou la personne de tous les jours, en fait, hein, l'homme de la rue, se dira, mais en fait, il n'y a aucune cohérence au niveau de ces politiques. On a acheté un avion pour faire une desserte, et entre-temps, on a créé une autre société pour faire cette desserte-là avec en fait un autre avion, qui sur cette destination-là n'est pas l'avion la plus adaptée. Là, tous les professionnels le diront, qu'en fait l'ATR est de loin le bon ou le meilleur avion pour faire un Nouméa Port-Vila. Voilà, donc moi je voulais quand même parler de ça. Au niveau de rapprochement Air-Cal et Air Calédonie International, déjà on voit qu'il y a un même actionnaire. Ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, si on devait les réunir, il y aurait des effets de synergie. Dans la mesure où il y aurait un rassemblement de moyens, que ce soit des moyens humains, mais aussi des moyens matériels.
Et en fait, le raisonnement économique voudrait qu'il n'y ait qu'une seule société. Dans la mesure où, bon, vous avez des techniciens de maintenance qui sont à Air Calédonie pourraient faire la maintenance d'un avion qui appartient à Air Calédonie International. Vous avez autant Air Calédonie International à la fois des administratifs ou des pilotes qui pourraient piloter des avions tels que les ATR-42 les derniers. Donc quelque part, le rapprochement est économiquement souhaitable. Le fait d'avoir une seule compagnie, d'une part, parce que bon, il y a ces effets de synergie, mais d'autre part, peut-être, dans la mesure où ça doit être un outil à la fois de désenclavement, mais aussi un outil de développement, le raisonnement voudrait qu'on tende vers une seule compagnie. Et le fait que ce soit une seule compagnie présente beaucoup plus d'avantages, en fait, que d'avoir des compagnies différentes. Et peut-être qu'au niveau, je dirais, peut-être qu'au niveau du coût, il y aurait une répercussion importante et notable. Mais bon, ça, il faut l'évaluer. Moi, je peux pas m'engager là-dessus, dans la mesure où il n'y a pas eu d'études précises là-dessus. Mais je crois que ça pourrait avoir un impact favorable au niveau du coût, mais aussi, et donc, intrinsèquement, donc, au niveau des tarifs. Voilà, donc, je crois que je n'ai pas trahi certaines réflexions, mais voilà un petit peu mon avis sur le fait qu'il y ait la coexistence de deux sociétés qui, je crois qu'auraient tout intérêt à être ensemble, mais surtout, même sans arriver à ce qu'on peut appeler une fusion, mais une coordination des moyens et une politique cohérente dans le même sens du développement. Justement, dans cette perspective, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'avoir une plus grande libéralisation justement de la desserte aérienne? Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas possible de réduire la part de la participation des fonds publics dans le fonctionnement de la desserte? Et puis peut-être avoir une politique tarifaire libre et non pas homologuée. Je le disais tout à l'heure, en fait, l'explication de la présence des pouvoirs publics dans le capital du moins d'Air Calédonie, c'est en fait, ça répond en fait à cet objectif de désenclavement, c'est d'assurer le désenclavement, que a priori ne pourrait pas remplir pleinement, mais bon, ça c'est à prouver, des capitaux privés, quoi. Hein. D'une part, et d'autre part, c'était l'autre. Diminuer la part de participation des... Enfin, est-ce qu'il est imaginable ou est-ce qu'il n'est pas souhaitable justement de diminuer la part des partenaires publics, puis d'avoir une politique tarifaire plus libre et peut-être plus soumise à la concurrence. Et peut-être que ça peut peut-être jouer pour la qualité des services publics de transport aérien. Donc, au niveau de la politique tarifaire, moi, je pense que bon, à ce niveau-là, donc... de fait, Air Calédonie a une situation de monopole sur le transport aérien. Et donc, bon, vous me direz peut-être que Air Calédonie, justement, c'est parce que c'est peut-être à cause de cette situation qu'elle a des problèmes, parce qu'elle n'est pas confrontée à une situation concurrentielle. Mais je pense que la libéralisation de la politique tarifaire, je crois certainement qu'elle aurait un effet contraire, dans la mesure où si on a des tarifs homologués, dont l'homologation donc est donnée par l'exécutif du territoire, c'est une manière en fait de contrôler donc les tarifs. Parce que bon, je prends l'exemple à l'heure actuelle, on constate en fait qu'on a des tarifs en dessous du prix d'équilibre à Air Calédonie. Si on devait réagir en tant que privé, en tant que, je dirais, toute entreprise, tout chef d'entreprise qui se respecte, je fonctionne en dessous du prix d'équilibre. Si je veux rentabiliser mon affaire, je dois au moins atteindre le prix d'équilibre, ou du moins dépasser ce prix d'équilibre pour avoir une marge. Parce que si je n'ai pas mis des capitaux pour les beaux yeux de la princesse, quoi. Donc en fait, c'est ça. Si on devait demain libéraliser les tarifs, je crois que cet impact-là, au niveau tarifaire, bon, il y aurait un impact véritable, mais je crois que vis-à-vis du service, et du moins du service public que la société doit remplir, je crois que quelque part, donc, il y aurait une impasse. Parce qu'en fait, ça ne répond plus quelque part au service public.
Et donc en fait, on réagit en tant que privé, en tant que, je dirais peut-être capitaliste. On dit, bon, moi je suis en dessous du prix d'équilibre, je monte en fait mon prix à ce prix d'équilibre, ou du moins avec une certaine marge. Et dans ce cas-là, bon, moi je suis clair, j'ai une affaire rentable. Mais est-ce que d'un autre côté, ça ne va pas, d'une part, avoir un effet au niveau de la clientèle, c'est-à-dire un effet en fait de refus, enfin d'impossibilité en fait de voyager par ce moyen de transport. Et puis bon, d'autre part, ça risque certainement de créer des situations conflictuelles qu'on ne pourrait pas maîtriser. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une critique simplement à faire en tant que cliente, quoi. Mais Je trouve que bon, les tarifs, par exemple, à Nouméa Lifou sont assez onéreux, d'environ 14 000 francs, je crois, l'aller-retour. Est-ce que ce serait pas possible d'avoir, si vous voulez allier le social et puis l'économique, faire des abonnements ou des formules qui puissent à la fois concilier la volonté du client et puis celle de votre société? disons que oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que je ne trahirai pas un petit peu ce qui est en réflexion un petit peu à l'heure actuelle, dans la mesure où cet aspect-là, et du moins ces préoccupations-là, sont prises en compte à l'heure actuelle, et je crois qu'elles ne devraient pas tarder à aboutir dans je dirais dans dans un proche avenir. Mais c'est sûr que c'est une approche bien sûr intéressante vis-à-vis de la clientèle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, pour faire c'est une politique tarifaire, en fait, il faut bien connaître sa clientèle. Et donc, bien connaître sa clientèle, c'est la segmenter, faire une segmentation de clientèle. Donc, à l'heure actuelle, au niveau d'Air Calédonie, on n'a pas encore su segmenter la clientèle dans la mesure où nos clients ne sont pas identifiés dès le départ. Donc, on n'identifie pas le touriste local, le touriste japonais, le résident, celui qui va en week-end ou le gars de l'île des Pins qui va dans un gîte ou qui va en tourisme à Lifou, quoi. Pour l'instant, on n'a pas encore identifié. On l'identifie, mais je veux dire grosso modo en fait. Mais il y a une mise en place qui se fait à l'heure actuelle pour identifier déjà cette clientèle et à partir de la segmentation de la clientèle, appliquer une politique tarifaire sous diverses formes, comme par exemple l'abonnement, par exemple une différenciation de tarifs ou de zones. Vous avez aussi les produits, ce qu'on appelle les passes, l'abonnement, vous avez aussi, bon, certainement peut-être des tarifs, mais bon là je m'engage pas, mais des tarifs comme on en voit ailleurs, des tarifs militaires, bon, le troisième âge ça existe déjà, mais aussi peut-être un tarif, mais bon ça il faudra y réfléchir parce que je crois que ce sera peut-être une application beaucoup plus locale. Et ça peut-être, bon, c'est une idée en fait que je lance. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, vous avez ce genre d'initiative qui est prise dans des compagnies aériennes au nord de l'Afrique, dans les pays maghrébins. Vous avez des fois des tarifs, ce qu'on appelle adaptés pour tel ou tel événement, comme par exemple pèlerinage à la Mecque. Et ça, je crois qu'il faudrait qu'on essaie d'appliquer ça, comme par exemple tarif pour par exemple la fête de l'Igname. Ou ces périodes-là où, quand on sait par exemple des périodes de mariage, du moins donc dans les îles de Lifou, Marie-Ovéa, sont déterminées à des périodes bien précises. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une politique tarifaire en fait qui s'adapte en fait au rythme de vie de la population majoritaire en fait, plutôt que de calquer telle ou telle politique tarifaire et le transporter sur la compagnie. Toujours par rapport aux tarifs, sans vouloir m'immiscer sur la gestion d'Aircal, moi je me pose quand même une question. Est-ce que, à l'heure actuelle, est-ce qu'il ne serait pas possible de revoir certains choix de gestion ou de politique qui ont été prises à un moment donné? Je pense notamment aujourd'hui à l'importance des charges dans la société, parce que ça a une implication sur les tarifs. Je veux dire, aujourd'hui, je crois qu'après un conflit qui a éclaté à Aircal, bon, on dit que les charges de personnel occupent une
disons, une part importante du chiffre d'affaires réalisé par la société. Et par ailleurs, je crois savoir qu'à un moment donné, concernant le financement des appareils, ça a été financé sur du leasing. Est-ce qu'il n'est pas possible de s'orienter enfin vers d'autres choix de financement qui feraient alléger les charges et du coup, donc, il y aurait une répercussion sur les tarifs? Bon, par rapport notamment donc, au niveau du financement des investissements, ce que je voulais dire avant, c'est que, en fait, le problème en fait qui est intervenu au niveau d'Air Calédonie, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'Air Calédonie n'a pas maîtrisé en fait sa croissance. Elle a eu du mal à maîtriser sa croissance, et donc en fait, quelque part, elle a été dépassée. Elle a été dépassée par les événements. Au niveau du financement des investissements et notamment surtout des avions, parce que bon, ce sont surtout les avions que nous avons financés par leasing. Ce qu'il faut savoir, je crois que la loi Ponce, qui est la loi de défiscalisation, date de 86, je crois. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ATR, il coûte 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3. Donc ce sont quand même des investissements qui coûtent très cher, et qui imposent donc des surfaces financières très importantes. Et l'avantage en fait de la défiscalisation et donc de la défiscalisation de la loi Ponce, c'est de permettre en fait aux sociétés d'acquérir ces avions au travers d'un GIE, la plupart du temps bancaire, situé en zone métropolitaine, qui relouerait donc en fait à la compagnie ces avions. L'avantage, c'est que bon, c'est un avantage fiscal pour ces sociétés translucides, en fait, des GIE bancaires, d'acquérir ces avions. Et pour une compagnie aérienne comme Air Calédonie, qui n'a pas les surfaces financières, qui ne peut pas débourser 1,2 milliard, et qui, d'autre part, n'a pas le choix dans la mesure où le taux d'emprunt d'un emprunt à long terme est la plupart du temps supérieur en fait au taux, je dirais, au taux de sortie d'une opération de financement défiscalisé, quoi. C'est pour ça qu'en fait, la plupart des avions d'Air Calédonie ont été financés par crédit bail défiscalisé. Sur les 5 avions, nous avons 4 avions, donc 3 ATR 42 et un Dornier 228, financés par crédit bail. L'autre Dornier a été financé sur fonds propres. La deuxième remarque, je dirais que vous avez par exemple à Air Tahiti, ils ont au moins 2 ATR 72, 4 ATR 42 et un Dornier 228, je crois. Et toute leur flotte d'avions a été financée sur du crédit bail défiscalisé. Donc en fait, on n'est pas une entreprise ou une compagnie particulière pour recourir à ce genre de financement. D'ailleurs, c'est un financement qui est très utilisé et qui, bon, a priori, est moins honoré par rapport aux autres modes de financement pour financer un investissement. Mais je crois que, en fait, les ATR sont des avions qui sont bien adaptés pour le réseau local. Et quand je disais tout à l'heure que Air Calédonie a eu du mal pour maîtriser sa croissance, c'est qu'en fait, dans les années 88 à 90, qui correspond à peu près à l'époque de la provincialisation, ça a été en fait, je dirais, un petit peu l'époque du boom, quoi. Les gens se sont dit, bon, ça y est, c'est à l'époque où on avait fait plus de 200 000 passagers, les gens se sont dit, ça y est, c'est le boom, les touristes vont arriver, ça va être super, donc il faut en fait qu'on prépare les moyens. Donc en fait, les hôteliers disaient, bon oui, mais nous on veut faire venir des touristes, mais si vous n'avez pas assez d'avions et de moyens de transport pour les transporter, c'est pas la peine qu'on développe nos touristes, enfin nos hôtels ou nos restaurants ou des services de location de voitures. Donc en fait, il fallait qu'on anticipe sur le développement. D'une part, mais d'autre part, vous savez qu'un avion, quand on le met sur chantier, sur la chaîne de fabrication, il faut s'y prendre 1 an à l'avance. Donc en fait, Air Calédonie a anticipé sur le développement. Et au moment où l'activité en fait s'est tassée, eh ben oui, on pouvait pas réparer ça. C'est-à-dire, une commande, c'est une commande, on l'honore ou on l'honore pas. Si on l'honore pas, bon, on a des pénalités. Ou sinon, bon, on prend en compte et en fait, on croit à l'avenir. On se dit, bon, on l'utilise maintenant, peut-être que c'est pas rentable, mais bon, dans un avenir proche ou très proche,
peut-être qu'un développement viendra et, je veux dire, accompagnera en fait l'utilisation de cet outil qu'on veut rentabiliser au maximum. Mais bon, là-dessus, bon, moi, je ne veux pas occulter le fait que, bon, c'est vrai que bon, ce sont des charges financières très importantes, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un service qui a un coût. D'une part, les gens, le public, la clientèle a été habituée à une certaine qualité de vie, un certain confort. On ne peut pas se permettre du jour au lendemain de dire, bon, ben, les ATR, on les brade, et on va chercher un vieux tunoteur qui traîne au fin fond de l'Afrique, quoi, pour faire le transport. Non, je pense que c'est pas possible. Ça n'est pas possible, ça n'est pas du tout. Ça n'a rien de péjoratif. Ça n'a rien de péjoratif, je m'excuse. Enfin bon, c'était l'idée qui m'était venue parce que bon, en fait, le tunoteur, c'est en fait l'avion le plus utilisé en fait en Afrique. Et ce qu'on appelle péjorativement la bétaillère. Et voilà, donc c'est vrai que bon, ce sont des investissements, mais bon, on les a financés comme on pouvait, bon, mais de plus en plus, ce sont des avions, bon, c'est vrai, qui coûtent cher. Au départ, pour les 2 ATR, on a eu des prix en fait de lancement parce qu'on était les premières compagnies à avoir ce type d'avion. Mais ce qu'il faut savoir, ce sont des avions qu'on a achetés par rapport à un réseau qui existe, un réseau qui est le réseau d'Air Calédonie, mais aussi par rapport à des infrastructures qui existent sur le territoire. Sachez que bon, il n'y a que le Dornier, comme avion de 19 places et de cette capacité-là, il n'y a que le Dornier qui peut atterrir à la fois à Tiga et à Belep. Sinon, bon, ce sont des avions de plus petite capacité. En fait, là, il y a un dilemme. Où on fait un service et un service d'une certaine qualité, ou on le fait, mais on le fait, je vais dire, d'une manière un peu bradée, quoi. Mais ça, c'est un choix, en fait, c'est un choix de politique, c'est un choix d'investissement. Et ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, ça répond à l'outil de désenclavement, mais c'est un outil de développement. Et donc, il faut que ce soit un outil de développement efficace. Bon, vous me direz, c'est pas forcément rentable, mais bon, c'est un choix. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à... Je voulais savoir si vous avez, si vous subissez la concurrence de Aviazur et dans quelle mesure. Vous n'avez pas tellement parlé d'Aviazur, concurrence. Parce que vous avez parlé du ferry, mais on n'a pas parlé d'Aviazur. Bon, en fait, Aviazur, donc, Aviazur, en fait, c'est aussi un outil. Moi, je dirais que c'est aussi un outil de désenclavement et de développement quelque part. Mais c'est un outil qui, je crois, joue sur un autre registre, dans la mesure où c'est beaucoup plus du transport de vol à la demande qu'un transport, public. Mais c'est un transport de vol à la demande domestique, mais c'est pas un transport public. C'est sûr que Aviazur a une activité, elle transporte des passagers, mais je crois qu'Aviazur, au même titre d'ailleurs que le ferry, a un rôle de complémentarité vis-à-vis d'Air Calédonie ou inversement. Il y a une complémentarité à jouer dans la mesure où Aviazur, dans son rôle d'outil et de support au développement économique, en fait, comme il a des avions de plus petite capacité, je dirais, ça sera peut-être un petit peu l'éclaireur en fait dans des marchés que l'on est en train certainement de rechercher ou de cultiver, d'essayer. Je pense qu'Aviazur déjà dans un premier temps devra avoir un rôle de défrichement pour essayer de tester un petit peu cette clientèle, de voir un peu quel est le comportement de la clientèle, quels sont ses besoins et quelles sont en fait ses limites. Est-ce que ça sera une clientèle qui se limitera à un transport de vol à la demande ou qui s'orientera de plus en plus vers un transport beaucoup plus sur un transporteur beaucoup plus important et donc de plus de 10 places, quoi. Donc en fait, pour préciser, donc Aviazur a une autorisation de transport de vol à la demande de moins de 10 places. Tandis qu'Air Calédonie a une autorisation de transport pour les plus de 10 places. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'accueil dans l'avion, qu'il fallait que l'avion soit bien, etc., pas dégradé, ce qui est bien. Vous avez dit aussi que il y avait beaucoup de passagers, notamment mélanésiens, qui étaient accompagnés par pratiquement toute la tribu, pour reprendre vos propos. L'accueil au sol
est aussi un lieu, à mon sens, important. Est-ce que Air Calédonie envisage de développer les structures qui existent, notamment aux îles, et je pense notamment à l'aéroport de Ouvéa, où bon, les gens ils sont là et on ne sait pas trop quoi faire, quoi. Des fois on attend une heure et comme vous dites, il y a un paquet de monde qui sont là et qui ne savent pas quoi faire dans un lieu qui mériterait quand même des rénovations, à mon avis, conséquentes pour permettre que l'accueil au sol, qui est quand même le premier endroit que voit le touriste avant de monter dans l'avion, quoi. Et je suis un peu désolé, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux comme représentation touristique. Compléter la question posée par Gérard, parce que ça va dans le même sens. Je crois que sur Magenta également, je crois que beaucoup d'usagers se posent un petit peu la question sur les aménagements à l'aéroport, notamment concernant l'accueil, puisqu'on se rend compte que quand on arrive, la personne qui nous reçoit pour l'enregistrement des bagages est derrière un pupitre. Bon, on le voit à travers je dirais pratiquement un trou, quoi. Enfin, je simplifie un petit peu les choses, mais je dirais, est-ce qu'il n'est pas possible d'aménager quelque chose de plus accueillant pour, enfin, je veux dire, pour les passagers? Je voudrais déjà préciser dès le départ. Je dois préciser dès le départ que, en fait, Air Calédonie, que ce soit Magenta, Magenta, c'est à partir de l'année prochaine. Mais dans les îles, à la fois Lifou, Marais, Ouvéa, Air Calédonie est en fait utilisateur des locaux. Ce sont des locaux qui ne nous appartiennent pas. Donc, à la limite, pour percer un trou, il faut qu'on demande l'autorisation. Donc, de ce côté-là, soyez sûr que, bon, au niveau de la société, nous sommes les premiers d'ailleurs à faire la remarque. Et on s'en plaignait au départ, mais au fur et à mesure, on s'en plaint plus, on fait uniquement des remarques. En fait, parce que ça fait partie, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est sûr, ça fait partie de la qualité de la prestation qu'on doit rendre aux passagers. Mais dans la mesure où ce sont des investissements qui ne dépendent pas de nous, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est uniquement donc faire des remarques aux autorités compétentes pour leur dire que bon, il y a un investissement à faire. Quels sont les investissements à faire? Est-ce qu'on pourrait les faire? Et si c'est oui, dans quelle mesure, dans quel calendrier on pourrait se mettre d'accord pour mettre en place en fait ça. Et là-dessus, donc l'aviation civile, la direction de l'aviation civile, on est le conseiller pour la mise en place de tous ces investissements-là, de toutes ces infrastructures. En fait, c'est le problème des infrastructures. À Magenta, notamment pour parler du trou, à Magenta, je crois qu'on a essayé de faire le maximum de choses. D'une part pour essayer de rendre un service, parce que bon, il est jamais bien de rendre un service derrière un pupitre et puis que derrière, bon, les passagers voient en fait tous les gens qui circulent derrière, toute la société en fait qui circule derrière. Mais je crois qu'on a essayé de faire un maximum pour là aussi essayer de créer en fait, parce que quelque part des fois c'est une protection. Par exemple à Magenta, c'est une protection en fait des agents qu'on a fait, le fait de tout fermer, parce qu'à une certaine époque on s'apercevait que bon le passager, il y avait des passagers qui rentraient par là, qui sautaient au-dessus de la balance et qui à tous les coups se trouvaient dans le local du fret, quoi. On va dire bon là à ce niveau-là, bon il y a beaucoup de sérieux, il y avait un problème de sécurité. Donc, en fait, déjà d'une part c'était un problème de canalisation en fait, de séparation entre le hall public et les locaux de la société, mais aussi je pense qu'il pour le public, il est important quand même qu'il y ait une séparation. Et puis bon, dire bon, même si c'est un trou, je crois quand même que le public voit l'agent. Et puis pour l'agent, c'est quand même bien de travailler derrière un pupitre en toute sécurité, mais aussi de ne pas surtout pas être gêné dans son travail, parce que il fait à la fois l'enregistrement, mais bon, il faut aussi que là aussi il y a le calcul des bagages, et ensuite derrière il y a l'agent d'opération quand même qui calcule le chargement de l'avion. Déchargement d'avion, donc quand même masse au décollage, et qui est très important au niveau de la sécurité. Mais bon, c'est sûr qu'au niveau des infrastructures, donc par exemple à Magenta, l'aéroport de Magenta a été fait à l'époque pour un trafic de 100 000 passagers. À l'heure actuelle, on fait 250 000 passagers dans cet aérogare. Il n'y a qu'à venir le vendredi soir ou le dimanche soir à Magenta et on s'aperçoit très vite qu'il y a un problème.
Bon, sur Magenta, il y a un projet qui est en cours et qui prochainement devrait voir le jour, du moins au niveau des études. Mais bon, il y a un certain nombre d'aménagements qui sont à voir dans le quartier de Magenta pour notamment répondre à la rénovation de l'aérogare de Magenta et une meilleure desserte du quartier. Parce que là aussi, je ne sais pas si vous avez vu tout autour de l'aérodrome de Magenta, il y a un fleurissement d'habitat social qui ne sera pas sans poser des problèmes à l'activité d'Air Calédonie. Parce que qui dit habitat social dit dans le futur comité de résidents et donc contestataires. Les avions 6 heures du matin, il y en a qui s'appelaient, à qui ça ne plaît pas. Donc là aussi, c'est pas évident. Quand je disais tout à l'heure, politique d'aménagement, il y a un tout, quoi. Habiter à côté d'un aérodrome, c'est sûr que c'est pas habiter à côté d'une église. Mais si on a choisi d'habiter à côté d'un aérodrome, on sait à quoi on s'expose. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, c'était par rapport au problème de l'aménagement du quartier, donc de la zone d'aérodrome de Magenta. Vous avez dit tout à l'heure que le développement économique des îles, enfin de la Calédonie, c'est fonction de des avions. Et pourrait-on avoir dans l'avenir prochain des avions cargo où il y a des charters pour pouvoir desservir les îles, puisque moi je suis de Marais, il y a beaucoup de légumes chez nous qui se pourrissent sur tard, qu'on puisse les desservir sainement tous les jours vers nos mers, à bon état de consommation. Je ne sais pas si je répondrai totalement à votre réponse, mais simplement deux éléments de réponse. D'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années en 1990, je crois, on a essayé de mettre en place, notamment sur les îles Loyauté, non pas un avion cargo, non pas un ATR cargo, mais un combi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 34 passagers et le reste des containers qu'on avait fait faire d'ailleurs. Et donc, je crois qu'on était les premiers utilisateurs d'ATR à avoir créé ces containers installables sur ATR. Ces containers qu'on avait fait faire sur la base d'une étude des Hollandais et des containers qui ont été fabriqués à Singapour. Et ces containers-là, donc, en fait, c'était sur la demande d'ailleurs de pas mal de gens, et notamment des habitants de Marais, qui se plaignaient en fait de ne pas avoir un écoulement satisfaisant de leurs produits de Marais. Et on a mis en place cette formule combi, parce que bon, passer à la formule cargo, c'est-à-dire tout fret, au niveau des études, c'était pas du tout évident, quoi. Donc l'avantage d'un avion combi, c'était à la fois des passagers, mais aussi une partie fret. On s'est aperçu en fait que ça a marché une ou deux fois, et puis après, on s'est aperçu en fait qu'on avait plutôt intérêt à enlever les containers pour mettre des passagers que en fait mettre 34 passagers et des containers vides ou à moitié vides. Donc en fait l'expérience de cette année-là en fait s'est révélée en fait pas du tout positif. Et bon, maintenant ces containers-là malheureusement ils sont dans la société bien rangés et le problème c'est qu'on les utilise plus. Donc en fait on a essayé de répondre quelque part à ce besoin. D'une part. Et puis d'un autre côté, moi je pense que depuis, je crois, 6 mois, et quand je parlais tout à l'heure de complémentarité, je crois que le ferry répond à ce besoin-là. Ce besoin surtout au niveau du fret, au niveau des produits vivriers, du fret qui doit être transporté des îles comme Marais, qui est l'île d'ailleurs là, qui a une vocation pastorale et agricole, sur Nouméa pour la vente des produits. Donc je crois que le ferry, de ce côté-là, a un rôle plus important qu'un transport aérien, dans la mesure où nous sommes limités déjà au niveau volume, ce que ne l'est pas le ferry. En complément de ça aussi, je voudrais quand même signaler que
depuis la mise en place en fait de la desserte maritime, et donc du ferry. On s'est aperçu en fait qu'on a eu je veux dire un manque à transporter. Je dirais pas une perte, mais un manque à transporter au niveau du fret et surtout au niveau du fret, mais aussi au niveau des passagers, surtout sur la destination Marais. En fait, pourquoi? Parce que en fait, les gens de Marais accompagnent leurs produits sur le ferry. Et ils descendent beaucoup plus souvent avec le ferry, avec leurs produits, que les produits au ferry et eux par avion, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est là véritablement le rôle du bateau. Il est rempli au travers de ce circuit-là, de cet échange-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre...